déficit de financement à l'égard des PME des femmes d'Afrique pourrait être comblé dans les mois à venir. Ceci grâce à 3 banques qui ont signé un protocole d'accord avec la Banque africaine de développement et le Fonds africain de garantie. Le dit protocole, qui vise à formaliser l'engagement des parties prenantes, porte sur un montant de 300 millions de dollars, soit plus de 178 milliards de francs CFA. Il permettra aux femmes de pouvoir lancer des PME dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et autres services. L'objectif à terme est d'atteindre un fonds de 3 milliards de dollars, soit plus de 1700 milliards de francs CFA. Ainsi, les PME des femmes pourront bénéficier de beaucoup plus de prêts et d'expertise dans le domaine de l'assistance technique à travers une approche beaucoup plus soucieuse de l'égalité de genre. Le nouvel accord interbancaire induit aussi une garantie de partage des risques. L'engagement des gouvernements africains a également été sollicité pour promouvoir des lois incitatives afin de permettre aux femmes d'avoir accès au financement. Représentant la majorité des exploitants agricoles en Afrique, les femmes sont victimes d'exclusion financière à 70%. Elles font face à un déficit de financement de près de 16 milliards de dollars. Après avoir franchi la barre des 2000 milliards de francs CFA, le budget de l'État du Cameroun n'a plus jamais connu de baisse depuis l'année 2018. Cette enveloppe n'a cessé d'augmenter au fil des ans pour atteindre plus de 5 000 milliards de francs CFA au cours de l'exercice 2019, au terme d'un collectif budgétaire décidé par le chef de l'État au mois de mai. Changement de donne pour l'année 2020. L'enveloppe budgétaire proposée par le gouvernement et actuellement en examen à l'Assemblée nationale s'élève à 4 951,7 milliards de francs CFA contre 5 212 milliards de francs CFA l'année dernière. En attendant son adoption par le Parlement, cette enveloppe correspond à une baisse de 260 milliards de francs CFA sur une période d'1 an. Et c'est la première fois depuis au moins 10 ans que le budget de l'État est en baisse au Cameroun. La proportion de baisse est aussi l'une des plus importantes des 2 dernières décennies, ce qui, selon certains économistes, augure d'une année 2020 économiquement morose dans le pays. En effet, la croissance économique en 2020 ne devrait pas s'éloigner des 3,9% annoncés par le Fonds monétaire international pour le compte de l'année 2019. L'arrêt de la raffinerie publique Sonara, qui contraint le pays à l'importation massive des produits pétroliers finis, et les dépenses sécuritaires visant à restaurer la paix dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest demeureront les moteurs de cette atonie de la croissance économique camerounaise en 2020. Aussi, malgré le rebond attendu dans le secteur pétrolier, le secteur non pétrolier ne devrait pas produire de performances extraordinaires à cause des tensions observées dans la trésorerie publique depuis au moins 2 ans. La terre en Afrique constitue une ressource économique et un facteur clé de la production. C'est conscient de cette vérité que les participants à la 3e conférence sur la gestion foncière en Afrique ont plaidé pour une gestion transparente des terres en Afrique impliquant les défis du changement climatique, des catastrophes naturelles et de la dégradation de l'environnement. Cette conférence fut pour ces acteurs de la chaîne foncière un bon exercice d'expression plurielle et une source d'enrichissement individuel. Je ne peux qu'exprimer ma satisfaction au vu de la qualité de vos échanges qui ont permis d'enrichir et de consolider les orientations devant conduire à la lutte contre la corruption dans le secteur foncier. À ce titre, les gouvernements africains sont appelés à maintenir l'élan de solidarité nécessaire pour la définition et la mise en œuvre d'une politique foncière cohérente afin de mieux contribuer à l'atteinte des objectifs de développement de leurs pays respectifs. Je voudrais confirmer l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à poursuivre les réformes nécessaires en s'inspirant des recommandations et réflexions de ce séminaire, au nombre desquels la nécessité de disposer de ressources humaines de qualité dans le secteur du foncier,
Toutes choses qui devraient contribuer à une gouvernance foncière efficace et à la réalisation du plan directeur de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour la transformation de l'Afrique. En attendant, les experts se donnent rendez-vous dans 2 ans pour la 4e édition de cette conférence financée par la Banque africaine de développement en collaboration avec l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. L'Éthiopie, bientôt une destination privilégiée des investissements dans le secteur minier, on pourrait répondre par l'affirmatif en considérant l'engouement des autorités éthiopiennes à concrétiser ce rêve. Grand producteur agricole, le pays mise en priorité sur les minéraux comme la potasse utilisée dans l'agriculture et les matériaux de la construction pour mieux accompagner le programme d'industrialisation et de libéralisme économique entamé par le Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie s'engage par ailleurs à supprimer les obstacles à l'investissement dans le secteur minier pour en faire un pilier de l'économie nationale. Ainsi, après avoir abaissé le taux d'imposition des sociétés minières de 35% à 25% et le taux de redevance sur les métaux précieux de 8% à 7%, le gouvernement d'Abiy Ahmed va accorder des facilités aux investissements dans des minerais susceptibles d'être utilisés dans le secteur agricole comme la potasse, génératrice d'engrais ou encore dans les minerais utilisés par le secteur des BTP. L'Éthiopie prévoit aussi de réviser d'ici août 2020 son code minier dont la première mouture devrait être connue d'ici mars 2020. L'objectif visé est de ramener la contribution du secteur minier au PIB à 10% d'ici à 2030 contre 3% actuellement. Couvrant une superficie de 1 104 300 km² pour une population de 105 millions d'habitants, selon le recensement de 2017, l'Éthiopie dépend essentiellement de l'agriculture qui emploie plus de 80% de sa population et des services qui contribuent à son économie à hauteur de 42%. En Afrique, de manière générale, l'impôt sur les sociétés contribue aussi faiblement aux recettes fiscales. C'est l'une des conclusions de la 4e édition du rapport sur les perspectives fiscales en Afrique. Ce rapport, qui porte sur l'étude de 34 économies d'Afrique subsaharienne, y compris l'île Maurice et les Seychelles, révèle que l'impôt sur les sociétés ne représente que 15% des recettes collectées par les administrations fiscales de l'ensemble des pays enquêtés en 2017. L'impôt sur le revenu fait légèrement mieux à 17%, tandis que la TVA reste à 34%, la taxe qui renfloue les caisses publiques. Les autres impôts, droits de douane, droits d'assises, impôts forfaitaires et autres types de droits de douane représentent globalement 34% des recettes. Les pays enquêtés pratiquent un taux d'impôt sur les sociétés dont la moyenne varie entre 26,9% pour le taux standard et 33% pour les taux maximum, lesquels s'appliquent selon le niveau de chiffre d'affaires des entreprises. L'île Maurice est le seul pays couvert par l'étude proposant un taux d'impôt sur les sociétés de 15% et qui reste le même indépendamment du niveau de revenus des entreprises. Alors que des économies comme le Bénin et l'Angola ont vu leurs recettes de l'impôt sur les sociétés radicalement chuter de 31% à 26,6% entre 2016 et 2017, 22 pays ont vu ces revenus plus ou moins grimper. La RDC et le Tchad, par exemple, ont été les plus gratifiés avec une hausse respective de 66,4% et 51,6% de leurs recettes. Pour la première fois de l'histoire, la Somalie s'est dotée d'une stratégie nationale en matière de technologie de l'information et de la communication. Couvrant une période de 5 ans, cette stratégie se focalisera sur l'amélioration de l'accès à la connectivité, le coût de la connectivité et la couverture des réseaux, l'infrastructure numérique nationale, les contenus, les applications et services financiers, etc. Cette toute première stratégie nationale en matière de technologie de l'information et de la communication est basée sur un document cadre qui vient soutenir les objectifs de développement socio-économique de la Somalie axés sur le pouvoir transformateur du numérique.
Son élaboration a bénéficié de l'appui technique de l'Union internationale des télécommunications UIT et de la Banque mondiale. Elle a fait l'objet d'une consultation étendue aux acteurs locaux et internationaux du secteur des TIC et télécom pour en garantir la qualité. Prévu du 20 au 22 février 2020, le premier forum mondial sur l'investissement touristique en Afrique se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Son annonce intervient après une table ronde des bailleurs de Dubaï en vue du financement de la stratégie de développement touristique 2018-2025 de la Côte d'Ivoire. Le forum de février sera organisé sous l'égide de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. Il est motivé par le succès rencontré par cette table ronde de Dubaï qui a permis d'obtenir 2500 milliards de francs CFA de promesses d'investissement direct étrangers dans le secteur touristique ivoirien. L'objectif visé est d'attirer plus d'investisseurs et stimuler les investissements touristiques en Afrique dans un contexte où, selon le rapport 2018 de World Travel and Tourism Council, le secteur du tourisme en Afrique a généré des revenus estimés à 194,2 milliards de dollars en 2018, ce qui correspond à une contribution à hauteur de 10,4% du produit intérieur brut total du continent. Le secteur emploie environ 24,3 millions de personnes.